Bonsoir, seriez-vous tenté de faire vos valises en famille pour aller habiter sur une autre planète ? Même s'il est très peu probable que nous assistions de notre vivant à un grand déménagement spatial, selon certains scientifiques, l'humanité devrait un jour envisager d'aller vivre ailleurs que sur notre Terre. Et nombreux sont ceux qui travaillent déjà sur ces projets démesurés. Ce soir, Science Grand Format vous propose de découvrir à quoi pourraient ressembler ces premières colonies extraterrestres. Comment accéder à ces mondes lointains et y construire des bases adaptées à la vie humaine? C'est un défi énorme et les difficultés ne manquent pas. Comment lutter par exemple contre les rayonnements cosmiques ou l'impesanteur qui dégrade les organismes? Comment trouver le moyen de produire de l'eau potable, de la nourriture, mais aussi de l'oxygène dans des milieux aussi hostiles? Mais comme vous allez le voir, cela ne décourage pas les ingénieurs du monde entier qui se montrent très créatifs pour surmonter les obstacles et relever les défis. Les idées les plus folles sont actuellement à l'étude, comme l'ascenseur spatial qui pourrait faciliter les déplacements des hommes et des matériaux en dehors de notre atmosphère. Les premières destinations envisagées seront proches de nous, comme la Lune, qui offre de grands avantages. Les chercheurs imaginent des solutions pour exploiter à grande échelle l'eau glacée qui s'y trouve. Et il faut moins de 3 jours pour un vol Terre-Lune. Aller sur Mars nécessitera un voyage de 6 à 9 mois. Et une fois sur place, pour des séjours prolongés, les femmes et les hommes devront faire preuve d'une résistance psychologique aussi importante que l'adaptation physiologique. Des multinationales sont en tous les cas déjà sur les rangs dans le but d'envoyer des millions de personnes vers la planète rouge avant la fin du siècle. Et certains ingénieurs vont même jusqu'à imaginer la modification du climat martien pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mais l'univers est vaste et d'autres planètes en dehors de notre système solaire pourraient même devenir un jour tout à fait accueillantes. Devenir extraterrestre, c'est à découvrir tout de suite et à partager sur notre site France.tv. Bonne soirée sur France 5 et vive la science en grand format. Nous vivons sur la Terre depuis des millions d'années. Mais un jour, peut-être, nous devrons la quitter. Si on doit aller dans l'espace, c'est d'abord et avant tout pour sauver notre espèce. Parce que tôt ou tard, sur notre petite planète, ça va mal tourner. Des gens comme Stephen Hawking, le grand astrophysicien, ont estimé que si nous ne disposons pas de colonies dans l'espace, la survie de l'humanité est menacée. Le changement climatique risque d'entraîner des catastrophes en série. Elles pourraient toucher des millions de personnes. Autre menace, la surpopulation. Les ressources disponibles sur Terre ne sont pas infinies. Le spectre de la pénurie pourrait devenir bien réel. Et au-delà de ces dangers, il est probable qu'un jour, un astéroïde frappe notre planète. Ce n'est pas pour demain, et on ne le verra sans doute pas de notre vivant. Mais ça va arriver, tôt ou tard. Alors il vaut mieux s'y préparer. Un astéroïde de 8 km de long pourrait engendrer une extinction de masse, comme celle qui aurait entraîné la disparition des dinosaures. Ce n'est pas de la science-fiction. Pour survivre sur le long terme, l'humanité doit quitter la Terre. Alors notre départ est-il imminent ? En réalité, la colonisation de l'espace a déjà commencé. L'Agence spatiale européenne s'est lancée un défi ambitieux. Construire une base sur la Lune d'ici 12 ans. Son équivalent russe a prévu d'y parvenir encore plus rapidement. Et aux États-Unis, la NASA prépare une mission habitée vers Mars qui devrait se concrétiser d'ici 20 ans. Les entreprises privées ne sont pas en reste. La société SpaceX envisage de créer une colonie d'1 million de personnes sur Mars d'ici 40 à 100 ans. On
pourrait assister à la colonisation de Mars de notre vivant. Le président Kennedy a lancé le programme Apollo en 1962. À partir de là, il n'a fallu que 7 ans pour aller sur la Lune. Nous sommes plus proches d'envoyer des êtres humains sur Mars que nous ne l'étions d'aller sur la Lune dans les années 60. Jusqu'ici, seuls 12 hommes ont posé le pied ailleurs que sur Terre. Et la dernière fois, c'était il y a presque 50 ans. Le prochain défi qui se présente à nous est immense. Pour survivre au voyage interplanétaire, il nous faudra surmonter des difficultés inouïes. Une mission habitée, ça n'a rien à voir avec une expédition automatisée. Il faut lancer des véhicules très lourds dans l'espace. On a besoin d'un véritable habitat pour le transport de la Terre à Mars. Dans l'espace, il y a énormément de radiation, due au rayonnement cosmique galactique ou aux éruptions solaires. Et on ne sait pas comment s'en protéger. L'espace, c'est un chaudron qui bouillonne de radiations très dangereuses. Elles proviennent de 2 sources. Il y a d'une part le rayonnement cosmique galactique qui vient de partout à la fois, et d'autre part les radiations émises par le Soleil. Le rayonnement cosmique est dangereux. En orbite basse, là où se trouve la Station spatiale internationale, on est bien protégé par le champ magnétique de la Terre. Mais dès qu'on s'éloigne de notre planète, on reçoit de plein fouet les particules qui viennent du cosmos, le rayonnement cosmique galactique. Ces particules traversent les parois de la navette spatiale. Parfois, la collision crée une gerbe de protons qui pénètrent la chair. Des protons qui peuvent briser les brins d'ADN. Dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars, rien ne nous protège de ce rayonnement. Il nous serait impossible de vivre dans ces lieux hostiles. Nous avons étudié un grand nombre de secteurs à la surface de Mars. Ils sont tellement exposés aux rayonnements et aux ultraviolets que même les simples molécules organiques seraient détruites. Les futures bases et les navettes spatiales devront protéger leurs occupants de ce rayonnement. Mais pour survivre, les colons auront aussi besoin de matériaux de construction, ainsi que des moyens de transport et de communication. Et bien sûr, il leur faudra de l'air respirable, de l'eau et de la nourriture. Dans les films de science-fiction, on fait pousser des plantes dans les bases spatiales et elles produisent de l'oxygène, de la biomasse et de la nourriture. Il nous faudra ce genre de choses. Nous allons construire des serres. On récupérera le dioxyde de carbone qu'on rejette en respirant et une partie de l'eau que nous produisons. Et on les utilisera pour faire pousser les plantes qui nous fourniront à leur tour de l'oxygène et de la nourriture. Les colonies devront être situées près de sites riches en ressources diverses. Car il est très coûteux d'acheminer des matériaux depuis la Terre. La gravité est l'un des principaux obstacles au transport de matériel en orbite. C'est même l'un des grands facteurs qui limitent l'aventure spatiale. Le poste de dépense majeur en matière d'exploration spatiale, c'est la fusée. Le fait de devoir arracher un véhicule à l'attraction terrestre. Il faudra donc inventer des propulseurs beaucoup moins onéreux. Ils devront aussi être moins polluants, surtout si on envisage des milliers, voire des millions de lancements. La propulsion hypersonique est l'une des alternatives possibles. Cet avion spatial n'utilise pas de combustible fossile. Il fonctionne avec de l'hydrogène liquide et de l'oxygène et peut atteindre Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Il existe d'autres idées aussi ingénieuses que surprenantes, comme celle de construire un gigantesque ascenseur.
C'est un pionnier russe de l'astronautique qui a eu l'idée d'un ascenseur spatial. Elle est très simple. Il s'agit de construire une structure tellement haute qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des fusées pour faire décoller la navette. Il suffit d'installer un ascenseur à l'intérieur pour placer des hommes ou du matériel dans l'espace. Mais une fois les problèmes de décollage résolus, une question cruciale se pose. Où construire notre colonie ? Devrions-nous viser en priorité une autre planète ou établir notre base en orbite ? On pourrait établir une colonie orbitale autour du Soleil, de la Terre ou de la Lune. C'est ce qu'on appelle l'orbite libre ou l'orbite terrestre basse. La station Mir et l'ISS, la Station spatiale internationale, sont des précurseurs de ces colonies orbitales. Cette solution présente de grands avantages. Le premier est la proximité. L'aller-retour vers la Terre ne prendrait que quelques heures. Il serait donc assez facile d'assurer l'approvisionnement de la colonie, de transporter des matériaux et de l'équipement spécialisé. Autre avantage, les colons seraient protégés du rayonnement cosmique. Si on place la colonie orbitale à l'endroit idéal, c'est-à-dire pile sur l'équateur et à une distance comprise entre 500 et 700 km de la surface, on est protégé par le champ magnétique terrestre. La quantité de radiation reçue est bien moins importante dans cette zone de l'orbite terrestre basse qu'à la surface de la Lune ou de Mars. Dernier avantage, on pourrait construire la majeure partie de l'habitat en apesanteur. En orbite basse, il est un peu plus facile de construire des structures de grande taille, parce qu'on travaille en microgravité. L'apesanteur efface le poids des matériaux. Les astronautes peuvent déplacer des objets de plusieurs tonnes sans moyen de levage. On pourrait construire une structure circulaire de plusieurs kilomètres de diamètre, sans craindre qu'elle s'effondre sous son propre poids. Ce type de colonie pourrait même devenir une nouvelle destination touristique. On peut ainsi imaginer de véritables villes spatiales, des lieux où l'on pourrait vivre en famille. Mais la colonie orbitale présente aussi plusieurs inconvénients. L'apesanteur est un avantage pour la construction d'une colonie, mais un problème majeur pour ses habitants. Elle a des effets sur la santé. L'absence de gravité entraîne une paresse cardiovasculaire, la chute du nombre de globules rouges, des troubles de l'équilibre et de la vue, et un affaiblissement général du système immunitaire. Le squelette n'a plus à lutter contre la gravité. En un mois, par exemple, on perd 1% de la masse du fémur. Le corps réabsorbe le calcium des os puisqu'ils n'ont plus besoin d'être aussi solides. Il y a aussi plusieurs litres de sang qui migrent vers la partie supérieure du corps. Quand on regarde bien les astronautes à la télé, on voit que leur visage est plus rond qu'en temps normal. C'est parce qu'il est plus rempli, avec les liquides du corps qui remontent des jambes vers la tête. Il existe peut-être une solution à ce problème. Bâtir une structure circulaire qui tournerait sur elle-même. La rotation de la coque produirait une force centrifuge, créant l'illusion de la gravité.
Mais il y a un hic. Malgré les nombreux concepts et projets qui existent pour construire une base en orbite, aucune agence spatiale n'a développé un plan concret. Ce qui nous ramène inévitablement à l'idée d'établir une colonie à la surface d'un astre. Le premier candidat évident pour bâtir une base est notre voisine, la Lune. C'est le plus grand et le plus brillant des objets du ciel la nuit. C'est aussi le plus proche de la Terre, malgré une distance d'environ 380 000 km. La Lune demeure le seul objet céleste où l'homme a posé le pied. La dernière fois, c'était en 1972, lors de l'ultime mission lunaire américaine, Apollo 17. Depuis cet exploit, la Lune a disparu du programme des agences spatiales. Les hommes n'y sont plus jamais retournés. Pourquoi avoir perdu tout intérêt pour notre satellite naturel? C'était une autre époque. On était en pleine conquête spatiale. C'était une question de prestige. Les grandes nations voulaient montrer leur puissance et leur capacité. Cette époque est révolue. Mais en 2009, un événement a tout changé. Et les agences spatiales ont de nouveau porté leur regard vers la Lune. L'Organisation indienne pour la recherche spatiale a lancé une sonde lunaire baptisée Chandrayaan-1. L'orbiteur a mis en évidence la présence de molécules d'eau à la surface de la Lune. Une découverte qui a bouleversé toutes les théories en vigueur depuis 40 ans. C'était un événement important parce que depuis 30 ou 40 ans, le débat faisait rage. La discussion était passionnée. Y a-t-il de l'eau sur la Lune ? Le spectromètre de Chandrayaan-1 a détecté de grandes concentrations de glace. Elles se trouvent dans l'ombre d'une quarantaine de cratères près des régions polaires. Ces cratères contiendraient près de 600 millions de tonnes d'eau glacée. C'est une ressource que l'on peut recueillir, faire fondre et boire. Et c'est ce qui change tout. Si on dispose d'eau potable, on peut vivre sur place. La mission indienne a clairement démontré la présence d'eau sur la Lune. Il ne s'agit pas de composés de minéraux ou quoi que ce soit de ce genre. C'est de l'eau. Il suffirait donc de récupérer ces molécules d'eau pour irriguer les plantations et permettre aux astronautes de boire. On pourrait aussi casser les molécules d'eau grâce à l'énergie fournie par des panneaux solaires ou un générateur nucléaire. On en tirerait ainsi de l'hydrogène, un agent propulseur, et de l'oxygène pour respirer. À la suite de Chandrayaan-1, la NASA a reçu les fonds pour lancer une mission lunaire. Elle va faire atterrir sur la Lune un rover qui pourra prélever cette matière et l'examiner. Et je crois que ça convaincra tout le monde qu'il y a beaucoup d'eau sur notre satellite. La proximité de la Lune offre plusieurs avantages pour une colonie humaine. Il faut peu de temps pour aller de la Terre à la Lune. Les missions Apollo n'ont jamais mis plus de 3 jours. Et de nouvelles technologies nous permettront bientôt de réduire encore la durée du trajet. Cette proximité est un atout précieux en cas d'urgence, pour approvisionner la colonie rapidement ou rapatrier un équipage sur Terre. La Lune est un corps céleste très intéressant.
Elle est toute proche. On peut faire un aller-retour Terre-Lune en moins d'une semaine. Le délai de transmission entre la Terre et la Lune est d'un peu plus d'une seconde. Les conversations audio et vidéo pourraient se dérouler quasiment en temps réel. Il serait aussi possible de piloter certains processus depuis la Terre, sans présence humaine sur place. Avoir la Terre dans notre champ de vision présente un avantage psychologique non négligeable. Le sentiment de solitude des colons diminuerait considérablement. La Lune semble être un objectif réaliste pour une future colonie humaine. Cette colonisation pourrait offrir des perspectives de développement industriel. Des entreprises, notamment minières, pourraient s'y établir. Nous espérons voir se développer des exploitations minières et un entrepôt de carburant associé au portail en orbite lunaire. Ce portail a pour objectif de faciliter les futures missions d'exploration spatiale. Si nous devenons une espèce multiplanétaire, il faudra convoyer de plus en plus de matériel en différents points du système solaire. Là encore, la faible gravité lunaire sera un avantage. Grâce à cette base, le transport de marchandises sera plus aisé et moins coûteux. Si on peut réapprovisionner les systèmes de support de vie des navettes qui vont vers Mars et au-delà, et utiliser les ressources lunaires pour le carburant, on réduit considérablement le poids des engins lancés depuis la Terre dans l'espace. C'est un atout majeur pour l'exploration de la Lune et du système solaire. On pourrait produire du carburant à partir de l'eau lunaire, puis le stocker dans des entrepôts situés entre la Terre et la Lune. Ces stations-service pour fusées ou satellites réduiraient encore le coût du transport. La Lune est une excellente candidate pour l'installation d'une colonie, mais elle a un gros défaut. C'est un lieu inhospitalier pour les êtres humains. Si elle est proche de la Terre, elle lui ressemble très peu. Première grande différence, la durée d'un jour lunaire. La durée du jour dépend de l'endroit où on se trouve. Au niveau des pôles, c'est le jour pratiquement toute l'année. L'exposition au soleil est quasiment permanente. Sur l'équateur, en revanche, le jour dure à peu près 2 semaines. On a environ 15 jours de clarté et 15 jours de nuit. On aurait donc un rythme de vie complètement différent. Il faudrait sans doute envisager de créer une alternance jour-nuit artificielle. Autre différence, la température. Elle influerait beaucoup sur le fonctionnement d'une colonie. On a des variations de plusieurs centaines de degrés entre le jour et la nuit lunaire. D'ailleurs, la différence est si grande qu'elle entraîne de l'activité sismique. La fréquence et la durée des séismes lunaires pourraient endommager les infrastructures permanentes. Il y a plusieurs types de séismes lunaires. Ceux qui se produisent à faible profondeur peuvent atteindre une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, ce serait raisonnable, mais sur la Lune, les séismes ne s'arrêtent pas au bout de 30 secondes ou d'1 minute. Le plus long jamais enregistré a duré 10 minutes. D'autre part, on ne connaît pas les effets à long terme de la faible gravité lunaire sur le corps humain. On sait que les séjours de plusieurs mois en apesanteur posent de graves problèmes physiologiques. La faible gravité pourrait aussi avoir un impact sur la santé humaine.
Sur la Lune, la gravité est 6 fois moins importante que sur Terre. Sur Mars, c'est environ 3 fois moins. On ne sait pas comment le corps réagirait à cette faible gravité. On n'en a absolument aucune idée. Est-ce que c'est plus proche d'un G, de la gravité terrestre, ou au contraire plus similaire à l'absence de gravité? On n'en sait rien. On peut imaginer que c'est progressif. Sur la Lune, on serait plus proche de la pesanteur que sur Mars. Et sur Mars, on serait plus proche de la gravité terrestre que sur la Lune. Mais tout cela reste des suppositions. On n'a aucun moyen de le savoir. Une autre donnée non négligeable à considérer est l'absence d'atmosphère. À la surface de la Lune, les astronautes ne sont pas protégés du rayonnement et des autres dangers venus de l'espace. L'absence d'atmosphère crée plusieurs menaces. On n'est pas à l'abri des impacts des micrométéorites. Un petit caillou qui va à la vitesse d'une balle de fusil, c'est extrêmement dangereux. Sur la Lune, le rayonnement cosmique est seulement 2 fois inférieur à celui subi dans l'espace interplanétaire. Et la surface lunaire est très exposée au vent solaire. Le projet de colonie souffre d'un dernier inconvénient. Notre satellite possède très peu d'azote et d'hydrogène. Or, tous deux sont essentiels au système de support de vie et au processus industriel. Ces éléments devraient être importés. La colonie ne pourrait donc pas être autosuffisante. Mais imaginons que ces problèmes puissent être surmontés. Quel serait le meilleur endroit de la Lune où bâtir notre colonie? Il existe 3 possibilités. Les régions polaires, les régions équatoriales et la face cachée de la Lune. C'est le grand débat. Où faut-il s'établir sur la Lune? Nous avons cartographié la totalité de notre satellite en détail. Nous avons identifié les minéraux et les ressources disponibles sur la Lune. Et nous estimons que les régions polaires sont très prometteuses, car c'est là que se trouve l'eau. Et l'eau facilite énormément les processus secondaires. Les régions polaires restent exposées au soleil. On a donc des ressources énergétiques constantes et la possibilité d'avoir une colonie permanente. Les régions équatoriales n'ont pas d'eau et moins de soleil. En revanche, on y trouve de fortes concentrations d'hélium-3. Ce gaz est très rare sur Terre et contient une quantité d'énergie phénoménale. Sur Terre, nous avons la chance d'avoir énormément de ressources, notamment un grand nombre d'éléments chimiques naturels. Certains sont rares, mais existent en plus grande quantité dans le système solaire, sur des astéroïdes ou sur la Lune. L'hélium-3 est l'un d'entre eux. Mais aujourd'hui, selon les chercheurs, produire de l'hélium-3 sur Terre coûte moins cher que de le rapporter depuis la Lune. Les régions équatoriales sont plus propices au lancement d'engins vers la Terre. On sait aujourd'hui que pour revenir de la Lune, il existe des trajectoires qu'on a surnommées les voyages retour gratuits. C'est-à-dire qu'on doit déployer peu d'énergie. Quand on arrive à la Lune, on en fait le tour et la Lune vous renvoie sur Terre. Mais les régions équatoriales présentent un inconvénient majeur. Les longues nuits qui durent 2 semaines. Ce n'est pas viable. S'il n'y a pas de lumière, il faut pouvoir stocker l'énergie, donc on crée un problème supplémentaire. D'autre part, l'équipement de pointe aura du mal à supporter des nuits de 2 semaines. Les outils et les instruments risquent de geler.
Quel que soit l'emplacement choisi, il faudrait déterminer quel type de structure pourrait protéger au mieux les colons. Si on veut envoyer des astronautes sur place, il faut les protéger du rayonnement. Sur la Lune, il y a des tunnels de lave. On pourrait les utiliser. Un tunnel de lave, c'est le vestige d'une coulée de lave. La lave s'écoule en surface, comme on le voit à Hawaï, puis elle se solidifie et forme une croûte. Mais le magma continue de s'écouler en dessous. Il forme une rivière de lave souterraine. Quand l'éruption se termine, le flux se tarit et laisse un vide. Les tunnels de lave lunaire peuvent fournir un abri contre les impacts fréquents de météorites. Ce sont des structures solides qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années. Et plus important encore, selon les lois de la thermodynamique, la température à l'intérieur de ces tunnels devrait être stable et d'environ moins 20 degrés. La première colonie permanente sur la Lune pourrait donc être souterraine. Les tunnels protégeraient les colons du rayonnement cosmique, des tempêtes solaires, des températures extrêmes et des météorites. Mais s'installer dans le sous-sol ne signifie pas qu'on va y rester en permanence. Les colons feraient des sorties pour effectuer des recherches scientifiques ou des excursions touristiques. La symbolique est amusante. Nous avons été des hommes des cavernes. Au début, l'humanité vivait dans des grottes, elle trouvait refuge dans des abris naturels. Je trouve ça intéressant. On s'établit sur une nouvelle planète, sur notre Lune, et le premier homme sur place serait un astronaute des cavernes. Mais nous devrons apprendre à vivre dehors. Ce sera un progrès vers une nouvelle humanité. Je pense qu'à terme, nous vivrons à la surface de la Lune ou d'autres planètes. Autre possibilité pour la base lunaire. Une structure bâtie en surface est recouverte de régolithes. Il s'agit de fragments de roches et de minéraux désintégrés par les impacts de météorites. Le régolithe, c'est une sorte de sable très fin. On l'appelle souvent improprement sol lunaire. Mais le sol contient des éléments organiques, ce qui n'est pas le cas de ce matériau. Il s'agit donc d'une couche de sédiments qui résulte de l'impact des météorites au fil des millénaires. Le régolithe lunaire est composé de silicium et d'éléments riches en fer. On pourrait le fondre pour obtenir un matériau proche du verre. Le régolithe peut être utilisé comme matériau de construction. On peut le manipuler. On voit bien la poussière qui se soulève quand les astronautes se déplacent en rover. On peut le transporter en tractopelle, on peut en faire des tas, le creuser, l'extraire et en faire un matériau de construction. On sait que ce régolithe contient de très fines particules de fer qui concentrent très efficacement l'énergie transmise par les micro-ondes. Vous pourriez même faire fondre le régolithe lunaire dans le micro-ondes de votre cuisine. On peut donc agglomérer ce matériau pour le rendre solide et l'utiliser pour faire des briques de construction. Les progrès de la technologie et notre meilleure connaissance de la Lune permettent d'imaginer d'autres types d'habitats lunaires. Certains scientifiques ont suggéré d'adapter les vaisseaux spatiaux ou leurs réservoirs de carburant pour en faire des lieux de vie. L'idée est d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon des structures préintégrées. Ce sont de grands vaisseaux qui contiennent déjà tout ce qu'il faut. On atterrit, on allume la lumière et voilà, le bureau est prêt. Mais pour construire à la surface de la Lune, il faut régler le problème de la poussière, qui est plus fine que le régolithe. La poussière lunaire est un immense problème. Les grains ne font que quelques microns de diamètre.
C'est le résultat de milliards d'années d'impact de micrométéorites. La surface lunaire a été labourée. Les géologues appellent ça du jardinage. C'est un phénomène géologique. Et quand cette poudre est chargée par le vent solaire, elle devient électrostatique. Les astronautes enfilent leur combinaison et dès qu'ils sortent, la poussière s'infiltre partout. Elle s'immisce à l'intérieur des gants, elle raye la visière et au bout de quelques minutes à travailler à la surface de la Lune, la combinaison est fichue. La régulation thermique ne fonctionne plus et il devient difficile de faire quoi que ce soit parce qu'on ne voit plus rien. Grâce à Apollo, la NASA sait que la poussière est un immense défi. Donc mon idée, c'est de construire une base lunaire complète en orbite terrestre, près de la station spatiale. C'est l'idéal, parce qu'on est en apesanteur. On l'assemble entièrement, on fait une structure préfabriquée et on la transporte sur la Lune. L'impression en 3D ouvre aussi de nouvelles possibilités. On pourrait construire un habitat lunaire grâce à ce type de technique. Il existe une technique de construction automatisée qui s'appelle le contour crafting. On peut utiliser des matériaux bruts lunaires et surtout de la poussière lunaire. On prend cette poussière, on la mélange avec du soufre ou n'importe quel liant, ensuite on la comprime comme avec un tube de dentifrice et on construit des murs. On peut construire des structures de toutes formes grâce à la robotique. Et tout cela peut être piloté depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'aller sur la Lune pour ça. Nous sommes quelques-uns à penser qu'on peut voir ce qui se passe sur la Lune et construire des choses là-bas sans nous déplacer. Et quand les structures de base seront prêtes, on pourra envoyer des gens pour aménager l'intérieur de la structure. Une agence d'architecture a proposé une autre technique d'impression en 3D. Les imprimantes géantes utiliseraient du régolithe pour recouvrir des habitats gonflables. Ce serait une protection contre le rayonnement et les variations de température. Le grand avantage de ces techniques, c'est qu'il suffirait d'envoyer 10% des matériaux nécessaires. Les 90% restants seraient prélevés sur place. Nous pensons que l'impression en 3D et les technologies robotiques de construction permettront d'assurer la sécurité des astronautes pendant que le travail se fait. Les imprimantes 3D sont devenues très courantes pour les activités automatisées, notamment dans le secteur de la construction. Cette colonie aura ensuite besoin d'une source d'énergie. Si on veut s'établir durablement sur la Lune, qu'il s'agisse de robots ou d'êtres humains, il faudra bien sûr de l'énergie, et très probablement de l'énergie électrique. Il y a plusieurs possibilités pour produire ce type d'énergie, notamment le nucléaire et le photovoltaïque. Le plus simple, c'est bien sûr l'énergie solaire. Elle est gratuite et ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Il serait même possible de construire les panneaux solaires avec des matériaux lunaires. La difficulté, ce sont les nuits de 2 semaines sur l'équateur. En réalité, pour avoir de l'énergie en permanence, plusieurs centrales photovoltaïques devraient être construites en différents points de la Lune. Il faudra une source d'énergie permanente sur la Lune. C'est un point crucial. Le solaire est l'option la plus simple. On a beaucoup parlé de construire un réacteur nucléaire. Mais le problème, c'est qu'il coûte assez cher d'en envoyer un sur la Lune. Et puis, ça exige beaucoup de paperasse. Sur la Lune, il n'y a jamais de nuages. Donc, sur la face éclairée, on est à 100% d'énergie en permanence.
le photovoltaïque est le meilleur choix. Quelle que soit la source d'énergie, il faudra pouvoir la stocker. Le stockage de l'énergie est un problème. Pour l'instant, il faudra utiliser des batteries, soit des piles à combustible à hydrogène, soit des batteries normales. Pour les missions automatisées, on envisage d'avoir recours à l'énergie solaire et puis d'utiliser des batteries pendant la nuit lunaire. Les batteries sont lourdes, elles ajoutent du poids à la mission initiale et entraînent un coût supplémentaire. Il faut donc vraiment qu'on réfléchisse à des solutions de stockage efficaces. Pour survivre, la colonie aura non seulement besoin d'une source fiable et constante d'énergie, mais aussi de nourriture. Dans cette nouvelle aventure vers la Lune et au-delà, il faut s'assurer d'utiliser toutes les ressources disponibles sur place. Il faudra donc créer des systèmes de support de vie à partir des éléments locaux comme l'hydrogène, l'oxygène et l'eau. L'agriculture serait-elle possible sur la Lune ? On sait grâce aux missions Apollo qu'on peut faire des plantations dans le régolithe. Il n'y a pas d'effet secondaire dangereux. Par contre, il faudra y ajouter de la matière organique. La Lune n'ayant pas d'atmosphère, il faudra construire des chambres hermétiques pour faire pousser des plantes. Et les longues nuits lunaires pourraient poser problème. Le recours à la lumière artificielle serait bien trop gourmand en énergie. On réfléchit donc à d'autres solutions. On peut imaginer des plantes à croissance rapide, cultivées sous forme de semis, et qui seraient comestibles au bout d'un jour lunaire. Les ingénieurs et scientifiques du monde entier travaillent à une nouvelle génération de missions spatiales habitées. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a conçu un plan ambitieux. Établir une station permanente sur notre satellite, le village lunaire. Le projet a été annoncé en mai 2015 par le directeur général de l'agence. Le village lunaire est un concept ouvert. Il sera gratuit et libre d'accès. Il accueillera tout le monde, qu'il s'agisse du secteur industriel ou public. On pourra y mener des activités robotiques ou humaines. C'est l'idée fondatrice de ce projet. Et je peux vous dire qu'il intéresse déjà beaucoup d'organismes à travers le monde, qu'ils soient privés ou publics. Et ils veulent contribuer à leur manière au projet. Je suis très heureux que ce village et la Lune intéressent des entrepreneurs comme Elon Musk ou Jeff Bezos, avec sa société Blue Origin. À l'avenir, les hommes s'aventureront sans doute plus loin dans le système solaire. Le village lunaire serait un tremplin et un terrain de test pour ces missions habitées. Le village lunaire est entré dans sa phase de développement. Et la suite n'est plus qu'une question de mois. Je pense que d'ici 1 à 2 ans, nous enverrons du matériel là-haut pour mener à bien ce projet. Le village lunaire n'est pas le seul projet en cours. L'administration spatiale chinoise a aussi lancé un programme pour l'exploration lunaire. Elle étudie les perspectives d'extraction minière. Dans son viseur, l'hélium-3, une source d'énergie pour la Terre. L'agence chargée du programme spatial russe, Roscosmos, veut bâtir une base lunaire entièrement robotisée, Luny Polygon. Le projet devrait voir le jour avant 2030. La question de la propriété territoriale sur la Lune pourrait bientôt devenir brûlante. Des sociétés privées envisagent aussi de proposer des voyages à destination de la Lune. Pour SpaceX, Virgin Galactic
ou Space Adventures, le tourisme lunaire sera bientôt une réalité. Les premiers tickets sont même déjà réservés. Ces excursions de luxe pourraient proposer une vue de la face cachée de la Lune. Ou encore un lever ou un coucher de terre sur l'horizon lunaire. La Lune sera un tremplin, une expérience qui nous permettra d'engranger de nouvelles connaissances logistiques. Elle a une valeur scientifique, mais aussi touristique. C'est une merveilleuse destination pour les vacances d'été. Ce sera peut-être l'aube d'une nouvelle ère. La Terre ne sera plus notre seule maison. Les formidables ressources de notre système solaire stimulent la conquête spatiale. Certains projets de colonisation se concentrent sur l'exploitation minière des astéroïdes. Ce pourrait être le premier pas vers une nouvelle révolution industrielle. Les astéroïdes sont la clé d'un programme d'exploration humaine accessible à notre civilisation. Ils ont un grand avantage en ce qui concerne les colonies humaines. Ils nous permettent de concevoir des bases qui pourraient être parfaitement habitables. La plupart des astéroïdes connus se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Certains sont aussi en orbite autour de Jupiter. Mais il existe aussi d'autres familles d'astéroïdes, comme les géocroiseurs, qui évoluent près de la Terre et croisent régulièrement son orbite. Les astéroïdes présentent un grand avantage pour la construction de bases. Ils sont de petite taille et n'ont pas de gravité. Il est donc plus facile de s'y poser. Et bien sûr, de bâtir des structures. À l'heure actuelle, nous avons identifié plus de 300 000 astéroïdes. Il y aurait donc de nombreux sites possibles. Il y a des astéroïdes partout dans le système solaire. Vraiment partout. Certains ont déjà fait l'objet de missions spatiales réussies. En février 2002, une sonde spatiale de la NASA s'est posée à la surface d'Eros. En 2005, l'agence aérospatiale japonaise, la JAXA, a fait atterrir la sonde Hayabusa sur un autre géocroiseur. La mission a pu recueillir un minuscule échantillon du sol de l'astéroïde, moins d'1 milligramme. D'autres projets du même type sont en cours. Mais certaines sociétés envisagent déjà l'exploitation à grande échelle d'astéroïdes. Ces petits corps célestes pourraient donc devenir de facto la propriété de grandes entreprises privées. On sait que les astéroïdes contiennent d'immenses ressources minières. Du point de vue économique, un astéroïde peut produire 1 000 milliards de dollars de revenus sur une période très courte, le temps de l'extraire et de le transporter sur Terre. Il y a des sociétés qui prévoient très sérieusement de s'y rendre pour les exploiter. Le point intéressant de ce type de recherche, c'est qu'elles peuvent se combiner avec un autre objectif, qui est d'éviter la collision d'un astéroïde avec la Terre. On sait que certains astéroïdes rocheux sont riches en carbone et en métaux. Les matières premières tirées de l'espace
pourrait être la base d'échanges commerciaux entre les futures colonies. On pourrait aussi rapatrier les métaux précieux sur Terre. De nombreux astéroïdes contiennent de grandes quantités d'eau et d'autres éléments comme le carbone, nécessaires à la vie. Les astéroïdes qui vont nous intéresser en premier lieu, ce sont ceux qu'on appelle les chondrites carbonées. Ils contiennent un élément magique, l'eau. Ces ressources pourraient être transportées en d'autres points du système solaire. Le coût de l'opération serait bien moindre qu'un lancement à partir de la Lune ou de Mars. Les astéroïdes contiennent aussi les ingrédients pour fabriquer le carburant des fusées. Ce sont des points de chute parfaits pour des explorations plus lointaines. C'est la première petite mission à échelle industrielle. Rapporter une quantité significative d'ergol, un carburant qui peut changer la face de l'économie spatiale. On aura de meilleurs systèmes de propulsion grâce à l'eau et au dioxyde de carbone des astéroïdes qu'on peut convertir en carburant. On sera donc plus mobile dans l'espace. Et ainsi, on pourra aller de plus en plus loin dans le système solaire. Grâce à des partenariats publics-privés, on peut construire des infrastructures qui vont déplacer le secteur industriel dans l'espace. Et ça ne sera pas dans 20, 50 ou 100 ans, mais d'ici 3, 4 ou 5 ans. On pourra récolter de l'ergol dans moins de 10 ans et ainsi construire le chemin de fer transcontinental du système solaire. Coloniser des astéroïdes n'est donc pas seulement intéressant en soi. Ils pourraient être des tremplins pour se rendre vers d'autres destinations. Et dans notre système solaire, la destination qui fait le plus rêver, c'est Mars. Sa surface et la présence d'eau en font le lieu le plus hospitalier après la Terre. Du point de vue de l'environnement, Mars est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Et c'est celle qui possède le plus de ressources pour une colonie humaine. En 1965, la sonde Mariner 4 prenait les premiers clichés de la surface martienne. Depuis, les différentes missions sur la planète rouge nous ont révélé un monde très familier. Le paysage martien ressemble à l'Australie ou à l'Arizona. C'est un désert rocheux de couleur rouge avec beaucoup de sable. On a ce type d'environnement sur Terre. Comme la Terre, Mars possède des calottes polaires, un cycle des saisons et même des nuages. Il y a aussi des dunes, des montagnes, des canyons. Ces ressemblances avec notre planète suscitent depuis longtemps la curiosité de la communauté scientifique. Je veux savoir si Mars abrite la vie. Je n'imagine pas de grands extraterrestres, bien sûr, mais de petits microbes. Ce serait le premier exemple de vie extraterrestre. Et de ce point de vue, Mars est une bonne candidate. En juillet 2018, la sonde Mars Express a fait une découverte extraordinaire. Elle a détecté ce qui semble être un lac d'eau salée sous les glaces du pôle Sud. Sur Terre, la vie dépend de la présence d'eau à l'état liquide. Donc, au lieu de chercher des formes de vie, la NASA et ses partenaires vont au plus facile et tentent de repérer l'eau. Mais bâtir une colonie sur Mars n'est pas pour autant chose facile. Le premier défi à relever, et non des moindres, c'est de se rendre sur place. Le trajet vers Mars dure entre 6 et 9 mois. L'une des grandes difficultés sera de contrer les effets d'un séjour prolongé dans l'espace sur la santé des voyageurs, comme l'exposition au rayonnement et à la pesanteur.
Une mission de longue durée peut aussi engendrer des problèmes d'ordre psychologique chez les astronautes. Il faut pouvoir pallier d'éventuelles crises de claustrophobie ou des épisodes dépressifs. Le manque de sommeil, la monotonie pourraient les empêcher d'accomplir correctement leurs tâches, surtout dans un environnement aussi contraignant. Vient ensuite le problème de l'atterrissage. Se poser sur Mars, c'est difficile. Il faut d'abord utiliser un décélérateur aérodynamique pour passer d'une vitesse orbitale à une vitesse subsonique. Ensuite, on va sortir un parachute, ce qui va considérablement ralentir la course du module. Et enfin, il faut piloter l'atterrissage avec des rétrofusées. Mars possède une certaine gravité. Les rétrofusées devront lutter contre l'attraction de la planète pour ralentir le vaisseau. Il sera donc instable. L'atterrissage sera certainement plus risqué que sur la Lune. Et plus le volume de l'appareil sera important, plus l'atterrissage sera difficile. Le plus gros volume qui a été posé sur Mars, c'était une cargaison d'1 tonne. Pour une mission habitée, ce sera au moins 10 tonnes, et si possible 20 ou 30. Il faut qu'on change d'échelle. La priorité est donc de développer des techniques d'atterrissage sécurisées. Mais supposons qu'un équipage réussisse cet atterrissage. Comment survivra-t-il ? Dès qu'on entre dans le détail, on se rend compte que Mars est une planète très différente de la Terre. Elle serait fatale aux êtres humains et à la plupart des formes de vie connues. L'atmosphère est si ténue que le sang entrerait immédiatement en ébullition. En cas de dépressurisation, on mourrait en quelques secondes. Ensuite, l'atmosphère est irrespirable. Elle est composée de CO2 et nous avons besoin d'oxygène pour respirer. L'air martien nous tuerait en quelques minutes. Et même si on pouvait survivre à tout cela, il y a le sol martien. C'est une poussière très fine, très abrasive, coupante. Et sa composition chimique la rend toxique. Elle nous tuerait en quelques semaines. Autre problème, comment protéger l'équipage contre le rayonnement ? Car non seulement l'atmosphère de Mars est très mince, mais elle ne possède pas de magnétosphère, contrairement à la Terre. De temps à autre, des éruptions solaires produisent de hautes doses de radiation. Mars ne possède pas de champ magnétique, donc les rayons cosmiques traversent son atmosphère. Les éruptions solaires passent aussi au travers, ce qui peut dégrader l'ADN. Il faut donc un habitat qui protège les astronautes. La sonde Mars Odyssey a mesuré le rayonnement cosmique sur place. Il est 2,5 fois plus élevé dans l'orbite de Mars qu'à bord de l'ISS. L'exposition à de telles doses pendant 3 ans touche aux limites autorisées par la NASA. L'effet des radiations sur les organismes vivants a été étudié de près. Le bombardement de protons pourrait entraîner 2 fois plus de dégâts sur l'ADN que selon les premières estimations. Les astronautes seraient exposés à un plus grand risque de cancer et d'autres maladies. La NASA explore toute une variété de solutions pour protéger les astronautes, comme les boucliers déflecteurs au plasma. Mais il n'existe pas encore de technique totalement fiable. Pour cette mission difficile et dangereuse, il sera nécessaire de maintenir une communication permanente avec la Terre. Mais il faudra anticiper et tenir compte d'un temps de latence important. Le délai de transmission dépend de la distance Terre-Mars. Elle varie en fonction de l'orbite des 2 planètes. Mais dans tous les cas, il sera impossible de mener une conversation vocale. Le délai peut se situer entre 4 et 20 minutes. Et quand Mars passe derrière le Soleil, les communications sont coupées.
Une solution est déjà envisagée pour un programme de colonisation à grande échelle. Le blackout pourrait être contourné grâce à un réseau de satellites spatiaux. Au-delà de toutes ces difficultés, bâtir une colonie sur Mars représenterait un coût astronomique. Pour voir naître une ville autosuffisante sur la planète rouge, des voyages réguliers devront être instaurés. Cela dépend de plusieurs facteurs. En tout premier lieu, la réutilisation des fusées. C'est très important. Jusqu'à présent, on jetait les fusées après un seul emploi. Imaginez le coût des voyages aériens si on jetait les avions après un seul vol. Un Boeing 747 contient 400 personnes et coûte 400 millions de dollars. Si on jetait l'avion, une place à bord coûterait 1 million de dollars. L'autre possibilité serait de réapprovisionner les vaisseaux en orbite. Les navettes pourraient ainsi décoller de la Terre avec peu de carburant et faire le plein en vol. Cette solution permet une réduction drastique des coûts. Enfin, d'immenses économies seraient réalisées si le carburant était produit directement sur Mars. Il ne serait plus nécessaire d'en transporter autant sur place. Malgré tout, Mars reste une option viable pour établir une colonie humaine si nous devions un jour quitter la Terre. Mars est plus grande que la Lune. Elle possède aussi davantage de ressources exploitables. Elle est mieux adaptée pour l'évolution d'une civilisation autonome. Si la Lune n'a aucune atmosphère, Mars en a un peu. Elle est composée à 96% de dioxyde de carbone. Les 4% restants sont des gaz comme l'argon et l'azote. On pourrait donc y faire pousser des plantes assez facilement. Il y a de l'eau sur Mars. Elle se présente sous forme de glace ou elle est emprisonnée dans le pergélisol, mais enfin, il y a de grandes quantités d'eau. Il y a du CO2 dans l'atmosphère, donc du carbone et de l'oxygène. C'est ce qu'il faut pour fabriquer du carburant et pour faire pousser des plantes. Il y a de l'azote pour la végétation. Ce sont des éléments très rares qu'on ne trouve pas sur la Lune, par exemple. De plus, la température et la pression atmosphérique sont plus proches de celles de la Terre qu'aucune autre planète ou lune connue. Le jour, la température peut atteindre 20 degrés sur l'équateur, ce qui est tout à fait acceptable. La nuit, il peut faire très froid, mais on se protège facilement du froid avec une combinaison chauffante. L'environnement martien est très différent de celui de la Terre, mais ce sont des conditions viables pour l'exploration et la colonisation humaine. La gravité de Mars est assez similaire à celle de notre planète. Sur la Lune, elle est d'un 1/6 de la Terre. Sur Mars, d'un tiers. On peut estimer que plus le niveau de gravité est proche du nôtre, moins il est nocif pour la santé humaine. Et puis, si un jour lunaire équivaut à 28 jours, le jour martien, lui, est quasiment identique au nôtre. Il dure 24 heures et demie. Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, mais malgré la distance, elle reçoit suffisamment de lumière. À bien des égards, Mars est une planète hostile, mais elle reste ce que nous avons de mieux après la Terre. Question suivante. Où se situe le lieu idéal pour bâtir la colonie? Sans doute à proximité des ressources utiles.
Il y a beaucoup de débats au sujet de l'emplacement d'une colonie. Les pôles ont un avantage, il y a de la glace. Malheureusement, ils sont dans l'obscurité pendant la moitié d'une année martienne, soit près d'une année terrestre entière. Il nous reste donc la région de l'équateur ou les latitudes intermédiaires. Elles présentent toutes les deux des avantages. L'équateur est la région la plus chaude. Le cycle des saisons y est peu marqué. Mais sous les latitudes moyennes, il y a des endroits qui ont de la lumière tout au long de l'année et qui possèdent aussi de la glace. Ce ne sont pas d'immenses banquises comme autour des pôles, mais des réserves d'eau gelée aisément accessibles. Mon site préféré, c'est Noctis Landing. Il se trouve à l'extrémité ouest de Valles Marineris, qui est ce canyon géant qui balafre la surface de Mars. J'adore cet endroit, parce qu'on peut se protéger au fond du canyon, et en même temps c'est un paysage très ouvert. On peut facilement voir la Terre dans le ciel et maintenir des communications. Il existe 2 autres sites possibles pour une première base martienne. Ils ne se trouvent pas sur la planète même, mais sur ces 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Les lunes martiennes ont beaucoup de potentiel comme site d'établissement. Phobos et Deimos devraient être nos premières destinations. De toute façon, il faudrait d'abord se contenter d'envoyer un équipage faire l'aller-retour pour être sûr que c'est possible. Ce serait déjà une aventure extraordinaire. Ces 2 satellites naturels de Mars sont minuscules. Phobos ne mesure que 23 km de diamètre et Deimos à peine 12 km. En comparaison, le diamètre de notre Lune mesure près de 3500 km. Leur taille font qu'elles n'ont pratiquement aucune gravité. L'atterrissage et le décollage seraient donc beaucoup plus faciles que sur Mars. Les lunes martiennes sont fixes, comme la nôtre. Elles tournent toujours autour de Mars en montrant la même face. La face de Deimos, qui est tournée vers la planète rouge, serait le point de départ idéal pour une exploration robotisée de Mars. Deimos est 20 fois plus proche de Mars que notre Lune l'est de la Terre. On peut piloter un robot sur place quasiment en temps réel. Les transmissions prennent à peine plus d'un dixième de seconde. Ces 2 petites lunes pourraient faire office de point de chute pour l'exploration et la colonisation de Mars. Peut-être même pour la colonisation de la ceinture d'astéroïdes en orbite entre Mars et Jupiter. Ce sont des sites très intéressants comme première étape de l'exploration de Mars. Les premières missions ne devraient pas essayer de se poser sur la planète. Une fois l'emplacement de la colonie déterminé, la prochaine étape sera de décider du type d'habitat à construire. Les premiers astronautes qui poseront le pied sur Mars y resteront plusieurs mois. Une protection contre cet environnement hostile sera vitale. La NASA a déjà commencé à réfléchir à la future maison martienne. Et 2 cabinets d'architectes ont proposé un concept innovant, le Mars Ice Dome. Cet igloo serait élaboré grâce aux dernières technologies d'impression en 3D. Il s'agit d'une structure gonflable entourée d'une coquille de glace. L'eau gelée est un excellent isolant contre le rayonnement cosmique. C'est un élément dont Mars dispose en abondance juste sous la surface. La solution est donc idéale pour fabriquer des lieux de vie sur Mars. Cet igloo est une structure légère, facile à transporter. Elle pourrait être déployée par des robots, puis remplie avant l'arrivée de l'équipage. Autre aspect intéressant, le dôme de glace est translucide.
Il laisse passer la lumière et permet aux habitants de suivre l'alternance du jour et de la nuit. On peut imaginer des cabines dotées de vastes baies vitrées, ouvertes sur l'extérieur. Mais pour survivre sur Mars, une simple maison sécurisée n'est pas suffisant. Il faudra aussi tout un équipement pour produire de la nourriture, de l'eau, de l'air respirable et de l'énergie. Sur Mars, le système de support de vie pourra être biologique ou physico-chimique. La solution physico-chimique est plus simple à mettre en place et plus fiable. Ce sera certainement celle que nous retiendrons en premier. Ce système recycle les eaux usées et les purifie. C'est crucial de pouvoir réutiliser l'eau. En réalité, le recyclage sera primordial pour la colonie et lui évitera une dépendance au réapprovisionnement extérieur. On pourrait utiliser des plantes. C'est ce que fait la Terre. On a un système de support de vie sur Terre. En respirant, nous rejetons de l'eau et du CO2, que les plantes transforment ensuite en nourriture et en oxygène. C'est le but que nous visons. La colonie martienne possédera des serres. On récupérera le CO2 issu de la respiration des habitants et un peu de l'eau qu'ils produisent pour faire pousser des plantes. Elles convertiront tout cela en oxygène et en nourriture pour les colons. Ces serres auront besoin d'une source d'énergie fiable, capable de fonctionner en permanence. Pour faire pousser des plantes sur Mars, on utilisera la lumière du Soleil. Au niveau de l'équateur martien, le flux solaire est à peu près le même qu'en Norvège. Or, en Norvège, il y a des forêts, toute une végétation. La lumière est suffisante pour que les plantes puissent pousser. Bien sûr, la colonie humaine aura besoin de davantage d'énergie. La lumière du soleil suffit à faire pousser les plantes, mais les humains auraient besoin de plus qu'une lumière ambiante. Au départ, on aura deux solutions, l'énergie solaire ou l'énergie nucléaire. Sur Mars, l'énergie solaire n'est pas entièrement fiable. La planète est souvent balayée de tempêtes de sable qui peuvent durer des mois. Ces événements climatiques pourraient être fatals à la colonie. À terme, les humains exploiteront certainement le potentiel géothermique de la planète. Mais la première base pourra se contenter d'un petit réacteur nucléaire. Les agences spatiales ont déjà des plans pour l'exploration de la planète rouge. L'ESA a lancé un programme à long terme. Son objectif, découvrir des traces de vie sur Mars. En 2016, elle a lancé un premier orbiteur, baptisé ExoMars TGO. Une deuxième mission est programmée. L'Inde, le Japon, la Chine et la Russie ont aussi prévu de lancer des missions automatisées dans les années à venir. La Chine et la Russie envisagent des missions habitées vers Mars à l'horizon 2040-2060. Mais ces projections à long terme peuvent encore évoluer. À l'heure actuelle, la NASA est la seule agence à disposer d'un plan concret pour envoyer des êtres humains sur la planète rouge. En 2015, elle a annoncé le lancement du programme Journey to Mars. Elle se décompose en 3 phases, de l'expérimentation initiale à l'autonomie. L'objectif ultime est l'établissement d'une colonie permanente.
La première phase a commencé il y a quelques années. Elle devrait se terminer dans les années 2020. Il s'agit de recherches faites à bord de la Station spatiale internationale. On étudie les effets de séjours prolongés en apesanteur sur le corps humain. La deuxième phase se déroulera jusqu'en 2030. Elle vise à tester les capacités nécessaires aux pionniers pour vivre sur Mars. Les expériences se dérouleront à proximité de la Lune. Pour cette phase, la NASA enverra la capsule Orion en orbite autour de la Lune. Elle restera environ 3 semaines dans l'espace. Quelques années plus tard, la mission sera répétée, mais cette fois-ci avec des hommes à bord. Ce sera une étape majeure dans l'histoire de l'humanité. Jamais encore des êtres humains ne se seront aventurés aussi loin de la Terre. Dans les années 2020, la NASA enverra aussi des astronautes dans l'espace pendant 1 an. Ce sera la dernière étape avant le voyage vers Mars. La troisième phase, celle de l'autonomie, doit atteindre son but au début des années 2030. Il s'agit d'envoyer une mission habitée dans l'orbite basse de Mars. Pour la dernière étape, il faudra tester les techniques d'entrée, de descente et d'atterrissage sur la planète rouge. Il faudra aussi déterminer les conditions d'exploitation des ressources locales. Dans l'intervalle, on enverra des rovers explorer la planète. Ils devront rapporter des échantillons de sol martien sur Terre. Les agences spatiales ne sont pas seules dans la course. Des organisations non gouvernementales et des sociétés privées ont bien l'intention de conquérir Mars. La Mars Society est particulièrement active en la matière. Elle a soutenu des projets concrets comme les 2 stations de recherche analogues à Mars, créées pour l'instant au Canada et aux États-Unis. Son président, Robert Zubrin, promeut sans relâche la colonisation de Mars. Il est convaincu que les technologies actuelles sont suffisantes pour l'entreprendre. Je crois qu'on pourra voir la colonisation de Mars de notre vivant. Elle se produira peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine. Le président Kennedy a lancé le programme Apollo en 1962. À partir de là, il n'a fallu que 7 ans pour aller sur la Lune. Nous sommes plus proches d'envoyer des êtres humains sur Mars que nous ne l'étions d'aller sur la Lune dans les années 60. Si nous avions un président capable de s'engager dans la durée sur un défi aussi audacieux, nous pourrions nous poser sur Mars à la fin de son second mandat. Côté privé, SpaceX est la société la plus avancée dans le projet de colonie autonome sur Mars. La Space Exploration Technologies Corporation est une compagnie astronautique fondée en 2002 par Elon Musk, le président de Tesla Motors. Elle développe des technologies destinées à permettre l'établissement d'une colonie humaine sur Mars. Son objectif ultime est de créer une ville autonome sur Mars. SpaceX a commencé par démontrer qu'on pouvait concevoir du matériel spatial pour 1/10 du prix et 1/3 du temps requis par les fabricants standards. SpaceX envisage de fonder une colonie d'1 million de personnes. Pour la constituer, il faudra 10 000 voyages sur une période de 40 à 100 ans et 100 passagers par trajet. La capsule conçue par SpaceX est composée d'une cabine d'équipage qui coiffe un compartiment de fret d'une capacité de 450 tonnes. La durée du trajet vers Mars serait au départ de 80 jours. Mais la société prévoit de la réduire à 30 jours.
Nous pourrions voir le premier équipage débarquer sur la planète d'ici 10 ans. Pour atteindre ce but incroyable, il faut envoyer du matériel sur place dès que possible. Mais à supposer que nous quittions un jour la Terre, serons-nous capables de nous adapter à la vie dans un lieu aussi étrange? Nos lacs et nos forêts risquent de nous manquer cruellement. Ce n'est peut-être pas une fatalité. Selon une théorie controversée, il serait possible d'adapter la planète rouge à la vie humaine. Ce processus s'appelle la terraformation. L'idée est de transformer Mars en Terre, de densifier l'atmosphère, de réchauffer la planète, d'avoir un climat plus chaud. On modifierait la composition de l'atmosphère pour obtenir de l'oxygène à la place du dioxyde de carbone, du CO2 qu'on a aujourd'hui. Selon certains modèles climatiques, il serait possible de transformer la planète rouge. Certains scientifiques croient même que les technologies actuelles seraient en mesure d'accomplir ce changement radical. Mars est une planète froide. Son atmosphère chargée en CO2 est trop fine pour permettre la vie humaine. Mais ces trois paramètres sont interdépendants. On peut les modifier en combinant l'intervention humaine et des changements biologiques. Si on pouvait réchauffer Mars, on densifierait l'atmosphère et on obtiendrait des océans liquides. Il faut énormément de temps pour densifier l'atmosphère et transformer le climat pour qu'il soit plus chaud. Ce sera très progressif. La composition de l'atmosphère va évoluer peu à peu et devenir de plus en plus riche en oxygène. On ne parle pas en décennies, mais en siècles. Et le coût de revient serait énorme. Pour réchauffer Mars, on pourrait placer des miroirs géants en orbite. Ils réfléchiraient la lumière du Soleil vers la planète et augmenteraient directement la température de surface. Il faut réchauffer la surface avec des miroirs placés dans l'espace. On pourra ainsi faire fondre les calottes glaciaires et libérer une partie du CO2 qu'elles contiennent. Il s'agirait donc de créer un effet de serre artificiel. On connaît des gaz bien plus puissants que le CO2 pour accroître l'effet de serre. Ce sont les gaz fluorés. On pourrait les produire artificiellement sur Mars. Sur Terre, on les produit pour les équipements de réfrigération. Sur Mars, on les rejetterait simplement dans l'atmosphère. Ils réchaufferont la planète. Cela libérera de grandes quantités de CO2, qui est aussi un gaz à effet de serre, ce qui densifiera l'atmosphère. Et donc, au lieu d'augmenter la température de 10 degrés, on obtiendra une hausse de 50 degrés. À ce moment-là, on aura des températures semblables à celles de la Terre. L'eau, qui est gelée dans le sol martien, se mettra à fondre et s'écoulera librement. Quelle ironie! Les actions humaines qui ont engendré le réchauffement climatique sur Terre pourraient un jour faire de Mars une planète habitable. L'humanité trouvera peut-être un jour une résidence secondaire sur une planète accueillante. Les astronomes découvrent sans cesse des planètes lointaines qui pourraient abriter la vie. Et le satellite TESS a été lancé en avril 2018.
Il a pour objectif de balayer la galaxie en quête de planètes habitables. Car un jour, c'est inévitable, le Soleil deviendra une géante rouge et engloutira notre belle planète bleue pour toujours. Quand ce moment arrivera, nous devrons déjà être très loin, en route vers l'immensité de l'espace.